Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver après cette semaine remplie de péripéties. 52 minutes avec le club MSCP, c'est parti après le générique. Notre plateau et je suis avec mes chéris Coco, mes CP d'amour. Vous êtes rayonnante, hein? Oui. René, dis-nous tout. Moi, ça va, je suis là. Tu sais, quand je suis blonde, c'est que vraiment, j'attaque la semaine avec beaucoup de ferveur, tu vois. Donc, j'ai décidé d'être blonde et puis je suis très crochetée par Guy Serge. Par Guy Serge qui m'a habillée par Or Noir Crochette. Oui. Merci beaucoup. Oui, c'est elle qui a également fait ma tenue. En tout cas, tu es radieuse. Merci. Ouais, moi, je pense qu'ils vont retrouver les références de ma tenue sur le Life Closet et tout. Bah, on ne s'est pas entendu avec René, mais on a l'esprit blonde tonique. Blonde tonique, voilà, exactement. On a l'esprit blonde tonique parce que la semaine là, ce sera une semaine palpitante, pépitante. Bonsoir chez vous. Niki, en fait, je ne te demanderai pas comment tu vas parce que là, tu as déjà annoncé les couleurs. Non, mais je vais super bien. Et puis, j'ai une pensée pour mon onto chou qui n'est pas là, malheureusement, qui ne se sent pas très bien. À On qui lui on fait de beaucoup gros de force, Ouais. beaucoup d'énergie. Rétablis-toi vite, mon onto chou, et reviens-nous forte sur le plateau. Bah oui, elle nous manque, là on est à 3, mais t'inquiète pas, on fera ça propre pour toi. Ouais. Alors les filles, comme je vous disais à l'entame de cette émission, qui dit nouvelle semaine, nouvelle thématique. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est reconnaître les violences psychologiques comme des violences à part entière. Et bien entendu, pour nous entretenir sur cette thématique, on sera accompagné de 2 invités. Monsieur Nour Bakayoko, qui n'est plus à présenter, qui est un habitué du plateau. Et en face de lui, on aura Madame Yoboué Delphine. Bonjour. Bonsoir. Ou bonjour. Bonjour. La CP est tapée, hein? Non, elle est dans le thème de l'émission. Vraiment, ça fait. On est toutes belles. Oh, Merci. merci, c'est gentil. Monsieur Bakayoko, habitué du plateau. Ouais, je suis à la maison. Là, c'est à la maison. Et puis, c'est sa place Bienvenue même qui est chez là. toi. C'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Je vous en prie. Madame Yoboué, franchement, vous venez illuminer notre plateau. Oh, quel bonheur. On aime ça. Et René est en amour avec vous, parce que je vois vous regarder avec des petits yeux comme ça qui brillent. Vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui dégage des ondes très positives. Ah. Vraiment. Amen. Ouais. Bah justement, une dame qui dégage autant d'ondes positives peut se présenter quand même pour ces personnes-là qui ne vous connaissent pas. C'est Delphine Yoboué. Je suis artiste comédienne et directrice du Festival international de théâtre d'Abidjan, le FITA. Mais je comprends mieux les ondes positives. Ah oui, et on en avait besoin aussi pour débuter cette semaine, n'est-ce pas? Alors, je vais rappeler la thématique pour vous. Donc, on va parler des violences psychologiques qu'il faut reconnaître comme des violences à part entière. Ok. Alors, quelle est la différence entre toutes les violences qu'on peut rencontrer? Est-ce qu'on peut les décliner? Ah oui, quand on parle déjà de violence, c'est l'exercice abusif d'une force sur quelqu'un dans le but de pouvoir dominer cette personne-là et d'avoir cette personne-là comme sujet, comme position. Donc vous allez voir qu'on aura plusieurs types de violences. On aura les violences physiques, on aura les violences morales, les violences psychologiques, la violence verbale. Donc, tous ces éléments-là, psychologiques, verbales, émotionnels ou encore morales, tout ça, ce sont des violences psychologiques. D'accord. Et est-ce que la violence psychologique est différente de la violence verbale? C'est ce que je dis. La verbale entre dans la psychologie. Voilà, c'est-à-dire que la violence verbale, pourquoi on la dissocie? Parce que comme elle est verbale, donc il faut la classifier à part entière pour qu'on puisse mettre le doigt dessus, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est cette violence verbale-là qui va entraîner un relent psychologique. Alors, on va justement apporter une précision. Donc, définition des thèmes. VBG. La violence fondée sur le genre désigne tout type d'acte préjudiciable perpétré contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle et ou leur identité de genre réelle ou perçue. Ensuite, on a les violences psychologiques. La violence psychologique, dite aussi violence morale,
Violence mentale ou violence émotionnelle est une forme de violence ou d'abus envers autrui sans qu'une violence physique soit mise en œuvre directement. C'est très important aussi de pouvoir éclaircir ces points-là. Alors, la CP Delphine, qui est à nos côtés, a une pièce de théâtre qui justement traite cette thématique. J'ai plusieurs pièces de théâtre puisqu'on fait de la sensibilisation. Le théâtre fait de la sensibilisation, éveille les consciences. Et cette édition du FITA, on a essayé de travailler sur la violence faite sur la femme. Voilà, on a invité les artistes, les spécialistes pour venir en débattre du sujet parce que de plus en plus, on nous appelle souvent, comme on n'est pas spécialiste, tout ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser avec nos pièces de théâtre. C'est ça. Oui. Mais ça permet en tout cas de faire passer le message de manière beaucoup plus fluide. C'est ça. Les gens se projettent plus facilement, en tout cas dans la thématique traitée. Et c'est extrêmement bien orchestré, je dirais ça comme ça. Alors, pourquoi est-ce que les violences psychologiques sont parfois banalisées? Parce que d'habitude, quand on parle de violences, à tort ou à raison, on pense aux violences physiques. Mais les violences psychologiques, quelquefois même les victimes ont du mal à se dire qu'elles sont en train de subir des violences. Pourquoi est-ce qu'on les banalise autant? Oui, déjà il y a un élément sur lequel vous êtes revenu, la notion de VBG. Parce que quand on rentre dans cette notion de VBG là, il y a des violences à l'intérieur qu'il est important déjà de faire ressortir. Pour mettre ça, je vais dire, au vu au su de tout le monde, pour qu'on puisse porter une emphase dessus. C'est-à-dire que quand on va parler des violences dans ce cadre-là, et en même temps ça répond à votre question, le premier élément c'est le viol. Voilà, le premier élément c'est le viol. C'est très grave, donc on met ça en avant directement, le viol. Ensuite, on a les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles, vous allez voir que c'est différent du viol. Parce que les agressions sexuelles, il n'y a pas forcément pénétration. Vous comprenez? Après, il y a les agressions physiques. Et puis après les agressions physiques, on a ce qu'on appelle les mariages forcés que vous connaissez. Et puis, on a les cas de dross, c'est-à-dire déni des ressources, d'opportunités et de services. Et puis maintenant, enfin, on a la violence psychologique et émotionnelle. Chaque type de violence va entraîner une destruction psychologique pour la personne. Mais pourquoi la violence psychologique est tant négligée? Mais justement, c'est parce que c'est cette violence-là, généralement, les gens la banalisent parce qu'elle n'est pas matérielle. C'est ça, effectivement. Elle n'est pas matérielle. C'est-à-dire que la violence physique, on a tapé ton bras, c'est cassé. On a du mal à la prouver, en fait, la violence psychologique. En réalité, on a du mal... C'est moins aisé. Oui, mais en réalité, quand on connaît une personne, on sait qu'elle souffre. On sait qu'elle souffre. Sauf que, on va dire ce qui est un peu plus grave à ce niveau-là, c'est qu'il y a des personnes même qui ne savent pas qu'elles sont victimes de violences psychologiques. Et même aller plus loin, même on parle de maltraitance psychologique. Comprenez? Et à côté de ça, comme les gens n'arrivent pas à matérialiser ça, on se dit que non, bon, ce sont les choses on peut gérer. Ça va passer. Alors sur toi, ça va passer. Voilà, ça va passer. Alors que ce que les gens ne savent pas, c'est que la violence psychologique, la charge mentale est plus lourde que 100 kilos, 200 kilos. Donc en réalité, quand vous demandez à quelqu'un de pouvoir supporter cette violence-là, vous lui faites du mal. C'est-à-dire que chaque fois quand tu dis à quelqu'un, non, c'est pas grave, il faut supporter, vous tournez le couteau dans la plaie. Il faut supporter, vous tournez le couteau dans la plaie. En réalité, vous lui faites du mal. Il faut supporter, il faut tenir. Les filles, ça c'est quelque chose qu'on a très souvent entendu. Mariam, à quoi ça te renvoie tout ce qu'on vient d'entendre? Moi, personnellement, j'ai jamais entendu ça. J'ai pas quelqu'un dans mon entourage qui m'a fait subir ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit, je pense, dans la société, de façon générale. Et malheureusement, c'est très banalisé, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de violences virtuelles, en fait, qui ont un impact psychologique sur les gens. Les gens sont très violents en ligne. Ils se rendent peut-être pas compte, je ne sais pas s'ils mesurent l'impact de leurs écrits et du fait que ça reste. Et vraiment, ça, par contre, je disais tout à l'heure que ça ne m'est pas arrivé, mais je veux nuancer parce que je me suis retrouvée il y a quelques jours avec une personne qui avait exercé un petit peu de violence à mon propos sur les réseaux sociaux et la personne ne sait pas que j'ai vu.
Et la personne, quand elle m'a vu en vrai, bon, m'a parlé comme si de rien n'était. On était sur un événement corporate. Donc voilà, on a fait comme si de rien n'était et tout. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mon pouvoir, entre guillemets. Parce que il m'a mise dans une posture très délicate. Et j'avoue que ça m'a fait du mal. Ça m'a vraiment fait du mal sur le coup. Et puis après, bon, je suis passée à autre chose. Mais j'ai vu que cette personne-là, en vrai, ne peut jamais me regarder et me dire ça. Alors, donc, ce sont les propos que cette personne a tenus vis-à-vis de toi. Oui, c'est ça. La personne a fait partie d'un groupe de personnes qui m'ont indexé sur les réseaux sociaux pour un truc qui s'était passé sur une émission la saison dernière. Ouais. Et voilà. Mais le fait de la voir en vrai et de se dire que, bon, cette personne, en vrai, elle n'importe rien à ma vie, elle change rien. Au contraire, c'est elle qui veut être avec moi, qui veut prendre des photos avec moi. Et tout ça, je me dis, bon, c'est tellement ridicule. Niki? Moi, entendre tout ça, ça me ramène dans mon passé parce que je me rends compte que j'ai été victime de violences psychologiques parce que j'avais des problèmes de surpoids et je recevais toutes sortes de petits mots, pas très gentils au fait, que ce soit de mon entourage, à l'école, avec les compagnons du passé, dans les transports en commun. Et ça, c'est une forme aussi, M. Nour me dira, de violence psychologique. Et pour rejoindre aussi René, quand tu rentres dans le monde des médias aussi, là, tu as toute une horde de personnes qui te rappellent. Par exemple, quand j'ai commencé à la télé ici, c'était des injures à longueur de journée, c'était des paroles vexantes, blessantes. Quand j'ai fait même la télé-réalité, j'ai été agressée par un chauffeur de taxi parce qu'il n'arrivait pas à faire la différence entre le personnage que je jouais et ma personne. Donc, du coup, il m'a prise pour cible. Et là, c'est allé un peu plus loin. Donc, du coup, ça me ramène à ça, au fait. Et franchement, tu te sentais mal? Oui, je me sentais mal, très mal. Madame Yoboué, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement d'orienter votre pièce de théâtre, ou du moins toutes les pièces de théâtre que vous faites, sur cette thématique des violences? Ben, ça faisait un moment. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit que son mari, même quand elle est malade, son mari refuse de payer ses médicaments. Et souvent, il refuse qu'elle parte voir ses parents. Et souvent, elle fait la fièvre, ça monte. Donc, c'est quand lui part au travail et que les voisins, elle est obligée de se cacher pour aller voir les voisins, pour avoir peut-être un petit cachet pour se soulager. Wow. J'ai dit, mais attends, il ne faut pas qu'on s'asseye. En tant qu'artiste, il faut faire des pièces de sensibilisation. Il faut aller vers ces personnes-là. Et ça m'a donné l'occasion de créer les consultations poétiques. Aller vers des personnes, les écouter, et puis bon, écouter, leur raconter un peu des histoires, des poèmes pour les soulager. Leur donner une plateforme pour pouvoir mettre des mots sur leurs mots. Voilà. Oui, en général, ces femmes-là, qu'est-ce qui en ressortait? C'était des femmes victimes de violences psychologiques. Qu'est-ce qui se passait? Comment ça se passait? Peut-être que le docteur peut bien nous expliquer quelles sont ces formes de violence. Et vous, les cas pratiques que vous avez reçus, justement? Oui, bon, il y a cette dame-là? Oui, il y a cette dame-là. Et il y a une autre récemment qui est venue me voir de Bassam pour me dire qu'elle aussi, elle a fait un bébé. Elle a accouché, mais son mari a refusé de lui donner la nourriture. Et il a voyagé. Et en partant, il a laissé 500 francs sur la table. Pour s'occuper de l'enfant. Pour s'occuper de l'enfant. Wow. Et il est parti encore, tu vois. Donc, c'est nous, on a notre petite association, on était obligés d'aller prêter main forte. Donc, il y a ce genre de cas-là. Donc, on est obligé de faire des petits sketchs de sensibilisation et envoyer le théâtre vers la population pour éveiller leur conscience sur ce sujet. Donc, franchement, le maître mot, c'est vraiment éveiller les consciences, leur permettre de mettre des mots sur leurs mots. Sur cette précision, nous allons partir pour une page de publicité et on revient en plateau. À tout à l'heure. Retour sur le plateau du club. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder et à nous suivre sur le live. Tapotez, mettez des cœurs, partagez le direct, car nous en avons besoin, n'est-ce pas les filles? Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est reconnaître les violences psychologiques comme des violences à part entière. Et là, je vais me tourner vers M. Nour Bakayoko. Après ce que vous venez d'entendre, ce monsieur-là qui a sa femme qui vient d'accoucher et qui laisse 500 francs à la dame pour s'occuper du bébé et d'elle-même, parce qu'elle est nourrice. Mais elle lui-même qui refuse même que l'autre se soigne pendant qu'elle est malade. À entendre ça, comment est-ce que vous arrivez justement à parler à ces femmes-là, ou du moins à les aider à expier ce qu'elles vivent? Parce que c'est quand même choquant.
D'accord. Vous savez, quand on parle généralement de violence, surtout de violence psychologique, quand on allie la culture, les représentations sociales à ça, c'est que la femme, elle pourrait se dire que, bon, voilà, c'est ce qu'il a, donc voilà. Alors que c'est une forme de violence. D'accord. Elle-même, elle est traumatisée, mais elle refuse souvent de reconnaître que, d'accepter même ce traumatisme-là et de, comme on a l'habitude de dire, de faire avec. Parce que les gens confondent deux choses. Ouais. La résignation et puis la résilience. C'est pas pareil. C'est-à-dire la résignation, c'est je vais faire comment? Je suis obligée de faire avec. C'est ça. Par contre, la résilience, c'est de comprendre le problème et puis essayer de dompter le problème à aller de l'avant. Donc, ce n'est pas parce que, généralement, toutes les femmes ne parlent pas qu'elles ne souffrent pas. Oui. Ce n'est pas parce qu'elles ne parlent pas qu'elles ne souffrent pas. Et ces cas-là, on dépose 500, mais c'est justement, vous allez voir que ce sont des gens, des personnes même qui ont dit à la dame, il ne faut pas travailler, je m'occupe de tout. Effectivement. Ou bien il faut rester à la maison. En fait, voilà pourquoi j'ai parlé de dross, c'est-à-dire donner des ressources d'opportunités, de services. Donc, quand il y a cette violence économique-là que tu fais subir à la femme, ça laisse des lésions émotionnelles. C'est ça. Voilà, ça crée de grosses violences psychologiques. Et même l'enfant qui est là, on pense que l'enfant est petit. Hein. Mais on pense que non, l'enfant ressent cette violence-là. Parce qu'il y a des enfants qui vont faire le rejet inconscient du père. Justement par rapport à tout ce qui se passe. Et puis bon, excusez-moi, j'ai terminé sur ça. J'ai fait plus loin sur ça, par rapport à déposer 500 et refuser qu'elle se soigne, tout ça. Vous savez, il y a la représentation sociale de la femme. Et puis maintenant, il y a le fait d'éduquer nos petits garçons-là à penser que la femme, c'est une possession. Franchement. Effectivement. C'est ça. Voilà quelqu'un qui en parle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dirait que la femme, c'est une possession. Quand une femme te comporte comme une femme, ça veut dire que du genre, il s'est comporté d'une manière un peu faible. On va dire non, te comporte comme une femme. De deux, on va dire non, la femme, c'est le sexe faible. Alors que quand la faiblesse sexuelle est là, c'est l'homme qui a peur. Mais bref. Non, mais ça t'applaudit. Parce que, quelque part, on va dire à l'enfant, il faut avoir l'argent, tu auras toutes les femmes que tu veux. Tu vois, toutes les femmes que tu veux. Donc l'enfant grandit, le petit garçon il grandit dans l'esprit que la femme, là, c'est sa possession. Voilà pourquoi quand il y a un cas même de violence, quand tu parles, on me dit c'est ma femme, je l'ai dotée. C'est comme s'il a possédé quelque chose. Et c'est pour ça que même dans des couples où le monsieur il passe son temps à injurier sa femme, quand elle veut plus de lui, que ce soit charnellement ou qu'elle veut plus avoir certaines interactions, il ne comprend pas pourquoi elle ne veut plus. Mais justement, pourquoi? Parce que c'est sa chose. Voilà, c'est sa chose. Donc du coup, il met dans sa tête que, vous savez, ce genre de personnes en réalité, ils n'aiment pas, ils possèdent. Oui, effectivement. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un jouet que je possède. Je fais de ça ce que je veux. Je peux casser, je peux mettre ici, voilà. Donc, en réalité, le problème est plus profond. C'est-à-dire que c'est d'éduquer nos petits garçons-là à comprendre que la femme, c'est un être humain. Un être humain qui a des émotions, qui vit, qui a les mêmes potentialités que lui. Déjà, mais c'est dangereux pour lui parce que quand il grandit et qu'il y a une femme qui lui oppose cette résistance normale de la vie, voilà, il finit par s'en vouloir, il ne comprend pas, il commence à culpabiliser, il commence à lui-même avoir des troubles émotionnels. C'est pour ça que tu as des gars qui viennent te draguer quand tu leur dis non, mais pourquoi est-ce que tu me dis non? Pourquoi tu dis non? La femme n'est pas censée dire non comme ça. Tu dois accepter tout le monde. Alors, on veut dire que quand quelqu'un a déjà comment on appelle, cette représentation grégaire de la femme, il va se comporter comme ça. Parce qu'il se dit que il se croit déjà. Et c'est son moyen d'avoir le pouvoir, quoi. C'est ça. Voilà, c'est sa manière à lui pour pouvoir vraiment exister. Alors que aujourd'hui, on parle de masculinité positive. Parce que même cette forme d'éducation, c'est dangereux même pour l'homme en réalité. Parce qu'il y a des femmes leaders aujourd'hui, il y a des femmes managers, il y a des femmes responsables, etc. Ça. Donc, que tu le veuilles ou pas, il y a des femmes qui ont te commander quelque part. Madame Yoboué, alors quel est votre regard par rapport à ce que M. Nour vient de dire? Ben, il y a des femmes leaders que les gens n'acceptent pas. Bon, c'est courant hein, dans notre domaine. Tu es femme, tu diriges un festival, les gens se disent, mais pourquoi? Même quand il y a un financement, non, les femmes ne vont pas bien gérer. Il faut donner aux hommes. Alors qu'on travaille
on essaie de faire la même chose, de porter le même chapeau, pas sur le plan vestimentaire, mais je veux dire... Oui, les mêmes charges. Les mêmes charges. Et puis intellectuellement, on est autant outillés qu'eux. Donc on a le potentiel pour le faire. C'est ça. Ça fait 12 ans que je dirige le festival, mais jusque-là, il y a beaucoup qui n'ont pas encore accepté. Est-ce que vous êtes confronté justement à ce type de violence psychologique dans le cadre de vos activités? Ah oui. Est-ce que vous le ressentez? Oui, il y a des moments où tu rentres, où on te casse, tu arrives, c'est difficile, mais bon, écoute, on essaie de recharger et puis on va de l'avant. Alors, justement, avec ce que Mme Yubé vient de dire, elle a dit, on vit ça, mais on se dit, bon, je paraphrase, hein, c'est comme ça que ça se passe, on se met dessus, on avance. Est-ce que là, elle est dans la résignation ou dans la résilience? Bon, ça dépend de comment elle prend la chose. OK. Parce qu'il y a deux éléments ici. Vous savez, il y a souvent des mauvaises critiques qui vont être des marches de l'échelle pour que tu puisses monter. C'est ça. OK. Maintenant, il y a des mauvaises critiques qui peuvent être aussi, je veux dire, des poignards. Des poignards qui vont te faire sombrer. OK. Donc, c'est quand tu dis, par exemple, je vais faire comment? Je vais faire avec accepter comme ça. OK. Ça veut dire je ne fais que sombrer. Oui. Voilà, je n'attends que On ne me met pas Tu stagnes, ça ne va pas te booster. On n'a pas d'action de Derrière. pouvoir changer quelque chose. On est là, on subit. OK. En fait, je voulais vraiment qu'on puisse expliquer ça de manière terre à terre parce qu'il y a énormément de femmes qui nous regardent et enfin, elles ne savent pas si elles sont dans la résignation ou dans la résilience. Mais là, on parle de la perception. Oui. Mais ensuite... Et du comportement. Et du comportement. C'est que tu es dans la résilience lorsque tu te mets en mouvement. Oui, pour C'est-à-dire que tu pouvoir- peux subir quelque chose ou vivre une situation, donc ne pas la Exactement. subir. Mais quand tu te mets en mouvement, là, tu es dans la résilience. C'est dans la Mais résilience. lorsque tu es seulement en train d'accueillir et de subir sans rien faire, tu es dans la résignation. Et c'est là où la violence psychologique commence à te miner, à te drainer les filles. Franchement, je sens que vous êtes extrêmement touchés par la thématique. J'aimerais bien savoir si vous arrivez, quand vous avez fait une rétrospective sur ce que vous avez déjà vécu, vous arrivez à vous situer dans ce qui est résignation et résilience. Je pense que c'est un point extrêmement important que vous venez de soulever. Est-ce que vous arrivez à vous positionner par rapport à ça? Dans la résignation, c'est quoi? C'est que tu es face à une situation où tu n'as vraiment pas d'issue. Par exemple, quand tu te retrouves, pour moi, que ça a été mon cas, à entendre « ouais, tu es trop grosse, tu es ceci, tu es cela et tout ». Quand tu te plains, on dit « ah, mais va faire régime, va faire du sport, va faire ci, il faut essayer de changer un peu, arrange-toi ». Tu ne peux pas aller parler aux gens, en fait. Donc là, tu es dans la résilience. Résignation, voilà, tu es dans la résignation. Tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu es obligé de prendre sur toi et ça t'emmène à déprimer. Par contre, j'ai vécu une situation où je travaillais quelque part où j'avais que des avances d'hommes parce que je travaillais que avec des hommes et tout. Et c'était pesant à un certain moment. Ça affectait mon travail. Là, j'ai démissionné. Je suis partie. Là, j'étais dans la résilience parce que je n'ai pas voulu rester là à subir les violences que je subissais. Voilà. René? Moi, comme je l'ai dit, moi, en vrai, les seules violences que je vois, c'est les réseaux sociaux et c'est les gens que je ne connais pas. Donc, à partir de là, après, je pense que ma personnalité aussi joue. Je ne suis pas quelqu'un qui s'apitoie sur son sort ou qui reste dans un cycle négatif. Et ça, c'est ma nature. Donc, je pense que je m'inscris plutôt dans la résilience que dans la résignation. Et puis, j'essaie de me dire que de toute façon, tu ne les connais pas, donc tu t'en fiches. Alors docteur Noura, on va saisir au vol ce que René vient de dire. Quelles sont les étapes, finalement, si on peut les appeler comme ça, les différentes étapes des violences psychologiques? À quel moment est-ce qu'on sait qu'on est en train de vivre des violences psychologiques? Généralement, quand on me demande à quel moment on sait, vous savez, c'est souvent le coup de trop qui fait qu'on sait. C'est-à-dire que c'est souvent la violence de trop qui fait qu'on sait. Sinon, quand on est sur le joug de cette violence-là, souvent c'est tellement bien mené que la personne même n'arrive pas à percevoir. Prenez par exemple le cas des violences conjugales. Ça a un cycle bien défini. On a d'abord ce qu'on appelle le climat de tension. Ça veut dire que la personne est là, la personne te boude. Tu ne comprends pas. En réalité, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais la personne, justement, a envie de te mettre dans cet état. Donc, la personne te boude, un disciple de Bouddha. Ensuite, j'ai aimé. La personne, souvent, quand il vient à la maison, il te regarde, il dit donc, là, tu ne comprends pas. Oui. Mais quand tu lui demandes, il y a quoi? Il dit, laisse-moi dire. Laisse-moi il y a le climat de tension. Et comme le climat de tension est là, après, vous allez voir qu'on va rentrer dans l'explosion
de la violence. Ouais. En réalité, le climat de tension, c'est une violence psychologique. Ouais. On va rentrer maintenant dans l'explosion de la violence. L'explosion de la violence, c'est quoi? La personne maintenant va commencer à te porter des coups. Et pour toutes celles qui nous écoutent, la personne qui t'a tapé une fois va te taper encore. C'est ça. C'est ça. C'est important de Une fois que tu as pardonné, il va te Il taper. va te taper encore. Donc, quand on quitte dans l'explosion de la violence, on rentre dans quoi? Les justifications. Hein? Toi, mais tu sais que c'est pas comme ça, non? C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Depuis que tu me connais là, je t'ai jamais fait ça. Moi, je sais pas comment Ça, c'est celui qui porte le coup. Hein? Oui, oui. Il dit, mais je ne suis pas comme ça. Tu me connais. C'est parce que tu as dit ça, il t'a tapé. Voilà, Donc, du coup, et ça, c'est parce que tu as dit, parce que tu as fait. Donc finalement, Justement, l'acte donc, qu'il vient la de poser, personne, il le maintenant, ramène sur toi. Mais justement, maintenant, c'est la est-ce que toi, tu te personne remets en cause? récupère, je vais dire, cette douleur intérieure pour dire, C'est toi qui m'as fait du mal, en fait. c'est vrai, c'est... Donc, si elle c'est n'avait parce pas que j'ai fait ça il n'allait pas me qu'il a- taper. Il a raison. Bon, On était on jeunes. va voir comme il a essayé d'échanger tout. Et puis après ça, on rentre dans quoi? Dans la lune des miels. Ouais. Ça veut Les dire, cadeaux. Ça va. à genoux pour demander etc., pardon. tout. Voilà. On te coupe de cadeaux, Ça veut tu es dire comme quoi? un œuf. La personne, en réalité, comme la personne te manipule et que la personne te fait subir certaines violences, et la personne est sadique derrière parce que la personne ne veut pas que tu quittes dans cette violence. C'est ça. Donc, dans la période de lune de miel, on va lui donner des cadeaux et voilà. Et puis, tu ne comprends pas un jour, climat de répond tension, encore. explosion de la violence, Donc, c'est un justification. cycle, en fait. Voilà pourquoi vous allez remarquer, on va tous dire à une amie, mais depuis on te frappe, toi tu es là-bas. Hein? Est-ce que tu réfléchis même? Est-ce que la personne est en train de souffrir en réalité? La personne a besoin d'aide. Donc de rester dans le jugement en train de lui dire non, Ouais, elle ça ne réfléchit l'aide pas, bien elle est comme sûr. ça ne l'aide Ça même n'aide pas. pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, on voit plein de femmes qui font des vidéos où elles ont fini de se faire tabasser, mais quand il a fini de me frapper, voilà ce qu'il m'a donné comme cadeau. En fait, on ne comprend pas, mais pourquoi? Voilà. Comment c'est possible, au fait? Madame Duboué justement, va c'est dans ça. intervenir. On rencontre beaucoup de femmes à qui on dit, mais écoute, si ça ne va pas, est-ce que tu ne peux pas partir? Mais elles sont beaucoup à dire, mais je vais aller où? Et on a 3 enfants. Même quand tu lui dis non, les enfants sont grands, tu vois, même si tu es... Et même s'ils sont petits, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, les enfants femmes, aussi vont oui. subir cette violence Les femmes. psychologique. Et mais j'ai vu un petit garçon qui pleurait, le jour arrivé, qui pleurait. Et c'est lui qui nous expliquait hein, comment son papa insulte sa maman à la maison. Devant lui. Il était petit, il a 13 ans. Et il nous expliquait. Donc, il nous demandait de dire à sa maman de partir, sinon il va mourir. Oh là là. Et ça, c'est extrêmement violent même pour un enfant d'avoir déjà ce raisonnement-là et de vouloir justement que ses parents se séparent parce qu'ils voient sa maman en train de partir. Et ça, il y a eu une histoire sur Internet qui avait été partagée, c'était aux États-Unis, mais je pense que c'est un couple de Nigérians. Et le monsieur a été violent et tout ça, machin. Et la dame, elle s'est enfuie, elle est partie chez son frère. Et le monsieur est parti, il a dit, je vais récupérer ma femme. Elle est à moi. Et le frère qui lui dit, non, c'est ma sœur. Elle ne part pas. Et il a dit au frère, si tu ne me rends pas ma femme, toi, excuse-moi, je finis avec ta vie. Donc, il le tue. Et puis, elle verra. Donc, le frère qui lui dit, et en plus, tu la menaces. Bref, la dame, le monsieur a appelé la police. Vous l'appelez la police. La dame, elle a dit, mais non, mais tu sais, j'ai des enfants avec lui et tout ça. Il ne l'a pas fait. Malheureusement. Oh là là, non. La chute là. Il a mis ses menaces à exécution et elle est décédée. Tout ça pour dire, effectivement, on a énormément de femmes qui vivent ça et qui excusent ce comportement parce qu'elles sont dans le cycle dont M. Nour a parlé. Ça commence crescendo, il y a la lune de miel. Quand il y a la lune de miel, c'est comme si c'est un reset. Non, en fait, voilà, ils reparamètrent ton état d'esprit, tu te dis, bon, ok, c'est bon. Là, tous les compteurs sont revenus à zéro. Et puis, bim, ça revient. Mais quand ça revient, c'est beaucoup plus violent qu'avant. Oui, parce qu'en fait, il crée le faux espoir. Ouais. C'est ça. Il crée le faux espoir. Donc, on te met dans une zone grise, tu ne sais pas. Et puis, souvent, même la personne va plus loin. Parce que moi, je dis toujours, comme on ne fait pas de bilan émotionnel, donc il y a des aspects qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la personne même peut déjà aller plus loin, même dans le langage. Je sais que tu vas me reprocher, par exemple, de trop mentir. Je commence à te dire que toi, tu mens. Donc, tu ne peux pas me dire que je mens parce que... ça. J'ai anticipé, je t'ai déjà dit que c'est toi la menteuse. Et c'est la même chose que la personne va faire avec tes proches. La plus grande violence, une forme de violence psychologique qui tue. C'est-à-dire que avec tes proches, par exemple, non, je suis avec Niki, en tout cas, tu sais que c'est une fille bien, je suis prêt à tout faire pour elle, tout ça. Vraiment,
mais bon, essaie de lui donner des conseils. Ça me fatigue Oui, souvent. oui, oui, oui. Oh, Mais quand il rentre à la maison, il est pas bien. avec toi. Ah oui. C'est-à-dire, il te bat ou encore il te fait subir toutes sortes de violences. Tu vas te plaindre. On dit, il nous a dit. En fait, ça me fait mal parce que Merci je beaucoup. connais quelqu'un qui Il faut vit laisser ça monsieur actuellement. là tranquille. Alors qu'en réalité, il a préparé le terrain extérieur. Oui. La personne t'isole, tu n'as plus d'issue, tu n'as plus d'autre espoir. Il se dit que tu es obligé de rester là maintenant avec lui. Ah Mais oui. franchement, je Ça, trouve Il faut ça faire attention. extrêmement beau. J'ai vécu un peu ça moi-même. Quand j'étais encore plus jeune, j'étais avec quelqu'un. Et quand il arrive devant les parents, donc tout le monde, même quand il achète une plaquette d'œufs comme ça, on doit savoir qu'il est venu avec. Mais après, c'est le contraire. Ouais, ouais. C'est le contraire. Enfin, Ils sont nombreux comme ça. ouais, ce qu'on est en train de dire est extrêmement pertinent. C'est beau et je pense que ça va aider énormément de femmes aujourd'hui parce que la violence psychologique, elle fait peut-être, on ne va pas minimiser les autres formes de violence, mais elle a peut-être beaucoup plus de conséquences parce que la victime se rend très tard qu'elle est en train de vivre ça. Et lorsque M. Nou parle de l'environnement extérieur, c'est-à-dire il va, oui, effectivement, se faire passer pour... tonton gentil, on lui accorderait le ciel sans confession. C'est vrai que sur ma fiche, on a parlé, on pose la question, est-ce que vous pouvez vous reconnaître en tant que victime? Moi, je l'ai été. Et croyez-moi, quand tu es dedans et que tu es une femme pétillante, qui adore être en joie, qui aime bien et machin, la personne sait où appuyer Oui. Oui. pour te faire tomber. C'est Et parce ça. que quand tu es au plus bas, finalement, on peut faire de toi ce qu'on veut. Et là, tu as du mal à dire aux gens, je suis en train de souffrir. Parce que ta nature, c'est de rire, c'est de voir les gens heureux. Donc, on se dit, mais à quel moment est-ce qu'elle vit ça? Ouais. Et on te Et croit quand pas. et le moment où tu commences à dire que là, t'en peux plus, tu pars, oh, mais On te voit comme une comme folle. ça? Oui, on te voit C'est comme ça. une folle. alors que tu as, et tu Il sais est tout ce que gentil. tu as essayé. Tu as accumulé. Le bourreau devient une La forme victime. de victime. De Mais victime. En réalité, ce qu'elle dit, c'est tellement important et ça, c'est pour attirer l'attention de tout le monde. C'est-à-dire que exprimer son mal-être, là, ça n'a jamais été une faiblesse. C'est plutôt une forme de thérapie pour la santé des émotions. Oui. Voilà, pour l'équilibre mental. Parce qu'effectivement, il y a ces cas-là où il y a des personnes qui sont beaucoup investies, peut-être dans le social, qui sont là pour leurs amis, qui sont là pour les autres. Donc, les gens trouvent ces personnes-là un peu trop fortes. Vous comprenez? Un peu trop assises. Donc, du coup, c'est difficile pour les autres d'imaginer que ça ne va pas. C'est Alors ça. qu'il y a ce qu'on appelle la dépression masquée ou encore la dépression souriante. Donc, en réalité, ces personnes-là peuvent vivre ça. Donc, quand vous voyez une personne qui s'investit, une personne qui est toujours là avec vous, qui est toujours prête pour vous, etc., et vous voyez que souvent, ça ne va pas, peut-être dans son couple ou encore quelque part, pardonnez, posez-lui une seule question. Comment tu vas? Mais tout aussi, ça. moi, je veux ajouter quelque chose. Hein, parce que ces personnes-là, il y en a qui, comme tu l'as dit, parce que nos personnalités sont quand même un peu similaires, dans le sens où moi, je suis toujours souriante, je suis toujours que ça aille ou pas, tu vas croire que ça va. Voilà. Ça, c'est ma façon d'être et c'est pas super bien parce que justement, ton entourage peut ne pas faire attention À plein de à choses. plein de choses. Voilà. Mais surtout, moi, c'est une sorte de mécanisme de défense pour moi. Effectivement. Parce qu'il m'est arrivé d'être très vulnérable. Et en fait, à chaque fois que j'ai été vulnérable avec mon entourage, qui est censé être, je veux dire, un entourage sain, tu vois, et à chaque fois que j'ai été vulnérable, c'était comme si ils étaient contents que ça m'arrive, tu vois. Ce n'est plus le cri de je ne vais pas bien, et ce n'est plus le comment tu vas de je veux sincèrement savoir comment tu vas, c'est le comment tu vas de ça t'a loupé. Voilà. Et quand c'est comme ça, moi personnellement, je me mets dans ce mécanisme de défense-là où que tu veux ou que tu veux pas, moi ça va. Ok. C'est ce que tu vas voir. Après, je te rejoins hein, parce que la seule fois dans ma vie où j'ai essayé d'expliquer ce qui n'allait pas dans ma tête à un ami proche, quand je dis un ami, c'était genre, je le considérais comme mon meilleur ami et tout. Il m'a laissé finir de parler et puis il m'a dit, mais donc toi aussi tu as des problèmes comme ça. Mais il ne faut pas avoir l'habitude d'expliquer tes problèmes aux gens. Franchement, cette phrase-là, ça m'a tuée. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que ça aille ou pas, ça va. Non, oui, c'est ça. Vous comprenez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Vous comprenez. Vous avez dit, j'ai dit à telle personne, mais le retour a été négatif. Mais en réalité, on parle plus d'avoir une poubelle émotionnelle. Une poubelle émotionnelle, c'est une personne sûre, une personne qui est là pour vous, une personne qui vous soutient tout le temps. La poubelle émotionnelle, quand vous l'appelez, ce n'est pas pour prendre conseil, c'est pour vous décharger. Vous comprenez? Et si vous n'êtes pas sûr
qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être votre poubelle émotionnelle et puis qui risquent de dire demain après, mon ventre n'est pas valise. Voilà. C'est pourquoi, en fait, il y a des spécialistes pour ça. Moi, je reçois des personnes en consultation. Ces personnes-là viennent seulement pour se décharger. C'est-à-dire qu'on peut faire 1 heure, souvent même 1h10. La personne parle, la personne parle, la personne parle, la personne parle. La personne pleure. Quand la personne finit de se décharger, elle dit c'est bon, ça va, ça peut aller. Wow. Pourquoi? Parce que le poids est tellement lourd que si tu ne dégages pas, si tu ne verbalises pas, si tu ne libères pas, tu auras des maladies psychosomatiques. Ça veut dire ça va agir sur le cœur, ça va agir sur le foie, ça va agir sur le sommeil, les poumons, tout ça. Et si tu as une maladie bénigne qui est là-bas, ça va venir aggraver la maladie. Ok, on vient de sortir par exemple de Octobre Rose. Parce que vous savez que ces ressentis-là peuvent aggraver déjà le cancer qui accompagne. Aujourd'hui, on a Novembre Bleu, c'est pareil. Ça peut aggraver le cancer. Donc, je veux dire que c'est de ne pas laisser une autre personne vous détruire de l'intérieur, de l'extérieur et aussi dans la tête. Donc voilà pourquoi c'est de libérer. C'est de libérer. Mais comme on n'a pas l'habitude souvent de voir les spécialistes aussi, c'est ça aussi. On se dit qu'on peut gérer. Alors que le cerveau, je vous dis, c'est un organe paresseux. Ça veut dire que de toute façon, le cerveau est. Ce que tu mets dedans là, c'est ce que ça fait. Exactement. C'est-à-dire tout ce que tu as téléchargé dans le cerveau, c'est ce qui va essayer de ressortir, Alors, docteur, nous, sur le téléchargement du cerveau, on va partir pour une courte page de publicité parce que c'est un téléchargement qui nous intéresse. Entre les virus et les antivirus, oui, qu'on met dans le cerveau, ça nous intéresse. On vous laisse quelques minutes, le temps pour vous de prendre un petit verre d'eau et revenir sur le club. À tout à l'heure. Vous êtes toujours sur le club et je suis avec mes CP. Niki, j'ai failli dire Anto. Anto, tu nous manques après. Ouais, Niki et René Maria, mais nous sommes avec notre psychologue maison, Dr Nour, qui est chez lui. Et en face de lui, Madame Yoboué, on parle des violences psychologiques. Comment mettre des mots sur vos mots. Et on parlait avant de partir à la publicité du téléchargement du cerveau. C'est un téléchargement qui nous intéresse. Justement, c'est-à-dire que quand je parle de téléchargement, c'est ce qu'on télécharge un peu partout. C'est-à-dire, je vois des personnes en train de se dire que moi, c'est plus la peine, je ne veux rien, ou encore moi, je ne peux plus, ou moi, je n'en peux plus, ou moi, je ne peux pas faire ça, etc. Le jour où tu veux faire bonne chose dans le cerveau, à te rappeler que tu as dit que tu ne veux rien. C'est vrai. Non, tu fais quoi? Non, c'est comment déjà, toi-même, tu te vois dans cette société qui va essayer de t'opposer des éléments. Par exemple, elle a dit, même si tu vois que ça ne va pas, pour moi, ça va. En réalité, ça peut cacher des traumatismes latents. Parce qu'arrivé à un moment donné, à force de dire, même si tu crois que ça ne va pas, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Et là, on a un moment où on n'a plus envie de parler. Il y a un petit truc qui va arriver, qui va quand même te mettre hors de toi. Et ça, j'en suis très consciente. Et je pense que j'en ai déjà parlé ici. En fait, moi, je suis... Et c'est exactement ce que vous décrivez. C'est ça. C'est que je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Je suis consciente que je ne devrais pas. Parce que j'essaye quand même de me documenter et tout. Je suis quelqu'un quand même qui suis très... je suis très libre. Je m'exprime, je n'ai pas de problème à m'exprimer, mais j'ai peur de l'homme, vous voyez. J'ai appris à mes dépens, malheureusement, parce que je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai appris à mes dépens et j'ai construit des barrières. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à m'exprimer aussi facilement. J'utilise ma plateforme, mon podcast, qui m'aide à me libérer, franchement. Qui m'aide à me libérer où, en fait, je parle à personne, techniquement. Je parle à moi-même, je parle à un public qui n'est pas là, donc c'est plus facile. Mais appeler un proche, et lui dire j'ai ça, je n'arrive plus à faire Pour moi, c'est la prière parce que comme il a dit là, moi je me suis reconnue dedans. À un certain moment, franchement, j'avais beaucoup encaissé, donc j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs et quand je pète les plombs, c'est pas bien. Mais j'ai trouvé un exutoire dans la prière. Quand je rentre, quand ça va vraiment pas, quand je prie, je finis de décharger mon fardeau à mon Dieu, je me sens plus mieux. C'est ce que je fais actuellement pour tenir. Sinon, franchement, les gens m'ont changé. mais tu vois, dans nos éléments de langage, depuis tout à l'heure, on parle de charge, se décharger. Donc, effectivement, cette violence psychologique, là, c'est un réel poids qu'on porte, qui a une incidence sur le physique, finalement. Donc, qui va causer ces maladies psychosomatiques, qui va aggraver celles qui existent ou qui sont bénignes à ce moment-là. Madame Yoboué, je ne vous ai pas entendu sur quels sont, vos astuces ou vos mécanismes que vous mettez en place pour, justement, traverser ou surmonter ces violences-là. Je ris beaucoup.
C'est tout. Je ris. Quand ça ne va pas, je peux trouver un groupe d'enfants, essayer de m'amuser avec eux. Bon, fais passer. Et puis l'art aussi. Ouais. L'art, oui. Ouais, c'est tout ça. C'est une thérapie, tu vois. Aider les autres, finalement, on se soigne. Voilà. C'est comme ce que tu fais. C'est ça. Mais aussi souvent, à force d'écouter souvent les... C'est dur. C'est dur. Tu relativises. Oui. Non, tu arrives à la maison, tu as ça, c'est énergie. En fait, ça prend beaucoup d'énergie quand tu écoutes les histoires des autres. Oui. Voilà. Non seulement, après, d'un côté, c'est vrai que tu te dis que il y a des gens qui vivent pire que moi, donc tu relativises sur ta propre situation. Mais en même temps, ça aussi, ça te crée une charge mentale. Et c'est pas facile d'être à la tête d'une association comme la sienne. C'est vraiment pas facile. D'aider les gens, c'est pas facile d'être psychologue non plus, parce que je sais pas comment on fait quand on rentre à la maison. Après avoir écouté les histoires des gens, tu essayes de leur donner... Bon, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens, on les écoute juste. Et ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur donne des conseils. Mais après, vous y repensez, non? À leurs histoires. Est-ce qu'il ne met pas une barrière entre le nour, la personne, le papa, l'époux, l'ami, et puis le nour psychologue? Est-ce qu'il n'y a pas une dissociation finalement entre ces deux personnes lorsque vous êtes en consultation? Non, il n'y a pas une dissociation parce que... non, il y a forcément une dissociation, je veux dire. Parce que quand vous êtes en consultation, vous êtes psychologue. Ça veut dire que vous êtes formé pour ça. Ça veut dire que vous êtes un professionnel du métier. Voilà, ça veut dire que vous, votre ressenti là, ça ne compte pas. Vous avez appris à gérer ça. Maintenant, vous êtes là pour la personne qui est en face. Parce qu'il y a un des principes dans notre métier qui dit le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Donc, déjà, c'est pour dire que comme nous, on est formé à ça, parce qu'on accompagne des cas, que ce soit assez souple, que ce soit encore pire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour elle, pour vous aussi qui écoutez, moi je dis faites attention. C'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Ça veut dire que à force d'écouter les personnes, on commence à revivre les traumatismes. Ah, c'est ce qui m'arrive. Ça, c'est vrai. Ça m'arrive. Vous allez voir que à force d'écouter, peut-être que vous allez arrêter de passer à certains endroits. Voilà, si la personne a parlé d'un cas d'abus sur mineur, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez voir votre enfant. Oui, toi, tu étais où? Oui, c'est quel tonton qui t'a parlé? Pourquoi lui, là, tu étais là-bas avec lui? Mais c'est réel. Déjà, ce traumatisme va commencer à revenir. Je veux dire que quand on ne se sent pas prêt pour pouvoir écouter, n'écoutez pas. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Et ce qu'on a l'habitude de faire, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est que les responsables ou encore les personnes qui sont confrontées à des situations où elles sont amenées à écouter, souvent malgré elles sont amenées à écouter. Il y a une formation de base qu'on leur fait, qu'on appelle les PSP. C'est-à-dire que les premiers secours psychologiques. Ça veut dire que vous allez voir que lorsqu'il y a un accident sur la route, il y a des secouristes qui sont là. Voilà. Mais quand c'est au niveau psychologique, au niveau mental, il n'y a pas de secouristes. C'est-à-dire que l'activiste, par exemple, qui va recevoir la personne, va l'écouter, va penser que voilà, j'ai pu gérer son problème, mais en réalité, toi, tu as pris le problème maintenant pour toi. Oui. En réalité, toi, tu as pris maintenant le problème pour toi. C'est-à-dire, toi qui t'écoutes. Toi, tu as fini d'écouter là. Tu t'en vas décharger ça. Ça, c'est vrai. Non, à force, on a, comment on appelle ça? On a nos propres issues, on a nos propres problèmes. C'est-à-dire que. Ça, c'est vrai. Qui sont là, et puis on est parti prendre encore pour les autres. Oui, et puis c'est des choses auxquelles tu repenses pendant des jours et des jours. Ça revient. C'est-à-dire que ça peut nous rendre un peu. Ça peut handicaper certaines de nos actions. Donc déjà, on a besoin d'être formé déjà au premier secours psychologique. Comment ça se passe? Voilà, c'est-à-dire que observer, écouter, orienter. C'est-à-dire comment ça se passe. Et puis, comment, déjà, quand quelqu'un va venir, tu vas dire actuellement là, c'est comme ça, mais voici un coin où on peut simplement faire l'écoute. C'est ça. Parce qu'au moins, quand la personne a été déjà écoutée, la personne est stabilisée, là, maintenant, on peut l'envoyer la personne pour un professionnel pour pouvoir faire les premières prises en charge, etc. Mais moi, je veux poser une question. Parce que moi, en vrai, quand j'ai créé mon podcast, c'était... En fait, je suis partie d'un constat. En réalité, que je le veuille ou non, moi, c'est pas forcément que j'ai envie d'écouter les gens, je me lève, j'ai envie de les écouter. Mais j'ai toujours été cette personne à qui on vient se confier, sur des gens même que je connais pas forcément, qui sont pas de mon entourage direct ou proche, qui se confient à moi et qui viennent me raconter leurs histoires les plus profondes. Et donc, je me suis dit, bon, OK, je vais en faire une plateforme, voilà, je vais discuter avec des gens et tout, parce que j'en ai marre de parler seulement dans mes DM, etc.
Et puis maintenant que je suis dans les médias, bon, ça va aussi booster mon activité et tout. Voilà, j'ai réfléchi à ça comme ça. Et plus j'y suis, plus je me rends compte qu'en vrai, les gens arrivent vraiment à s'exprimer. Il y a des gens qui viennent, qui me parlent. Ils ont des familles, ils ont des gens, ils savent que c'est filmé, que ça va être diffusé. Oui. Ils en ont jamais parlé. Et ils viennent, ils arrivent à s'exprimer avec moi. Donc, quelque part, je me dis, bon, si je suis le canal pour qu'ils puissent s'exprimer, même si c'est une charge après pour moi, c'est vrai que ça devient une charge parce que j'y pense et j'y repense. Des fois, je n'endors pas, je réfléchis à leurs histoires et ça me fait du mal. Mais je me dis peut-être que voilà, Dieu est passé par moi pour qu'eux, ils puissent se décharger. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être un problème. En fait, il faut que moi, j'aille faire ça, le truc de secourisme psychologique. Oui, ce que vous devez faire, quand vous recevez, allez verser. Ouais. Allez verser. Que vous avez pris ça dans la corbeille, allez verser. C'est-à-dire que vous écoutez, mais qui vous écoute? C'est-à-dire que vous déchargez. Si vous avez, par exemple, quelqu'un derrière ou un professionnel chez qui vous partez déverser ça, vous allez voir que au fur et à mesure que vous déversez, on vous donne des outils pour pouvoir canaliser certaines choses à vous-même, votre niveau. Donc, vous allez prendre, mais toujours est-il que il faut déverser. C'est-à-dire même le professionnel, par exemple, nous autres, il y a des débriefings psychologiques qu'on fait avec des collègues, qu'on appelle des séances de supervision, pour voir déjà comment on accompagne souvent certains cas. Et là, vous le dites en donc, on a besoin de formation, nous. Oui, moi mais c'est extrêmement important, je pense. Non, c'est extrêmement important. En réalité, tous ceux qui sont, comment on appelle ça, qui reçoivent des personnes en souffrance, ont besoin de ça. Bah justement, pour pouvoir écouter des gens et les accompagner, il faudrait quand même avoir cette empathie-là. Donc toi-même, tu as des prédispositions pour accueillir ça. Donc tu as cette bienveillance-là. Tu as un cœur gros comme ça, tu es entière, tu es 100%, mais tu dois faire la différence justement par rapport à ce que tu accueilles qui est pour les autres. Et ce que tu dois pouvoir verser et ce que tu dois leur dire finalement. Parce que quand on aime quelqu'un, on a cette empathie-là, on est tout de suite dans l'histoire de l'autre. Et quelquefois, ça peut être nos propres émotions. Et elle, en plus de ça, comme c'est une association, en plus de ça, vous devez leur trouver des solutions. Moi, personnellement, je ne trouve pas de solution à quelqu'un. Vraiment. C'est vraiment une plateforme. Voilà, comme il a dit, la poubelle émotionnelle. C'est ça. En fait, c'est vraiment... Et dans les mots-clés, il y a même thérapie. Dans les mots-clés de la description du podcast. Donc, le but, je ne suis pas du tout thérapeute, mais c'est une thérapie pour la personne qui vient me parler. Mais je ne trouve pas de solution. C'est-à-dire que tu parles, tu t'exprimes, toi-même, tu fais ton analyse, tu as ton petit mot de sagesse à la fin. Mais moi, je ne te dis rien, en fait. Je ne te guide pas dans... Je t'aide juste à t'exprimer. Mais vous, qui devez, entre guillemets, trouver des solutions, parce qu'une dame qui vient vous dire, voilà, je ne sais pas où aller, il m'a laissé avec mon bébé avec 500 francs. Et que maintenant, vous devez trouver des ressources, que ce soit des ressources financières, un lieu pour peut-être la mettre pour vivre. Ou, voilà, là, maintenant, la charge devient plus qu'émotionnelle. Ah, oui. Moi, la question que j'ai envie de poser à M. Nour, pour ces personnes-là qui nous regardent, qui subissent ces violences-là, comment est-ce qu'elles font pour savoir qu'elles sont en train de les subir? Parce qu'il y en a qui se disent, parce qu'on entend que ce soit dans les foyers ou même au travail, parce qu'il y a des violences psychologiques au travail et dans les foyers, à quel moment est-ce que la personne doit se dire que je suis en train de vivre justement des violences psychologiques? Est-ce que c'est quand tu commences à déprimer, tu commences à ne plus avoir envie de partir au travail, par exemple, quand tu commences à toi-même te dénaturer, à quel moment il peut y avoir ce déclic-là? Parce que tu repousses même ton partenaire. C'est tellement difficile, justement, de prouver que tu es en train de subir cette violence-là, que ce soit à toi-même déjà et aux autres, que finalement, on est un peu désarmé. Oui, effectivement. Déjà, la règle numéro 1, c'est d'éviter les autodiagnostics. D'accord. Parce que je vois beaucoup de personnes, non, j'ai la dépression. Non, tu ne peux pas dire ça. La dépression, c'est une maladie. C'est ce que j'avais le dire. C'est une maladie. C'est pas quelqu'un qui dit j'ai le palu. Dans la dépression, en fait, elle se diagnostique. Donc, on ne s'auto-diagnostique pas dépressif. Parce que les gens font le mélange entre la dépression, la déprime, le blues et le cafard. C'est pas pareil. Et le burn-out? Oui, le burn-out aussi. Voilà, c'est pas pareil. Le burn-out, c'est lié typiquement au travail. OK. Voilà. Or, la dépression, de l'autre côté, là, on sombre directement, c'est lié à plusieurs facteurs aussi. Et déjà, ceux qui nous écoutent, c'est d'abord d'éviter ça. Et il y en a qui vont plus loin pour dire je suis bipolaire, parce que je suis content matin, le soir. Voilà, la bipolarité, c'est une forme très grave de la dépression. Et puis, normalement, même la personne qui est bipolaire n'est pas censée savoir qu'elle est bipolaire. Donc, quand il dit tu es bipolaire, bon. Tu n'es pas bipolaire. Toi, tu es mythomane, tu n'es pas bipolaire. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui nous écoutent doivent savoir
qu'il y a des moments, il faut faire des bilans émotionnels. Ça vous aide. Pourquoi? Parce que quand vous dites que comment il sait que je suis, parce qu'en réalité, souvent, il ne sait même pas. Donc, il n'y a pas... Qu'il est en train de subir une violence. En train de subir. Non, il n'y a pas le truc de comment. Voilà pourquoi, quand on fait l'émission, ça les aide parce que quand on donne des descriptifs, donc la personne commence à voir maintenant, attention, peut-être que ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, en faisant des bilans émotionnels, on arrive à savoir à quel moment on a subi ci, on a subi ça. Et ces bilans-là se font auprès d'un spécialiste? Non, d'abord, on fait ça à notre niveau, personnellement. Okay. Et puis maintenant, on va voir maintenant un spécialiste après pour pouvoir avoir les différentes issues. Parce que généralement, d'autres qui le font de façon trimestrielle, d'autres qui peuvent le faire de façon mensuelle. En fait, ça dépend de la capacité de chacun à faire ses bilans émotionnels. Parce que vous allez remarquer que souvent, tu te lèves le matin et puis tu es assis là, tu es nerveux. Ou tu es nerveuse. Tu ne veux pas causer à quelqu'un. Mais de façon pratique, comment on fait ce bilan? Je viens. En fait, je suis en train de vous expliquer en fait, on en a parlé même. C'est-à-dire que pourquoi tu es nerveux, tu ne veux pas causer à quelqu'un. La personne qui vient en premier lieu veut prendre une balle perdue. Effectivement. Parce que là, ton cerveau t'a imposé un temps de repos pour réfléchir. Tu parlais de moi comme ça. C'est-à-dire que tu veux ou pas, ton cerveau t'impose ça. Ton bilan émotionnel, là, tu vas faire ça là. Parce qu'en fait, tu ne penses à rien, ce n'est pas ta vie. Si. Donc, quand tu fais le bilan émotionnel, c'est d'abord, tu prends, je vais dire, une feuille à 4, et puis tu mets succès, échec. Et puis dans l'autre case, là, tu mets famille, travail, amis, et puis, voilà, autre objectif personnel. Maintenant, les succès que tu as eus au niveau de la famille, là, tu les listes. Les échecs que tu as eu au niveau de la famille, là, tu les listes. Tu vas avoir une forme d'overview sur, en réalité, sur plusieurs pans de ta vie. Le deuxième élément, tu dois te demander, ça dit que dans ce mois-là, les jours où je me suis senti mal, c'était par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ou bien c'est parti de qui? Les jours où je me suis senti un peu joyeuse, c'est parti de qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand tu fais ce bilan-là, tu sais qui te fait du tort, et puis qui te fait du bien, ou tu peux partir pour être à l'aise, et puis où tu ne dois pas partir pour être déjà mal à l'aise. C'est-à-dire que tu vas apprendre à connaître ta place en réalité dans la vie de certaines personnes. Voilà, parce que même en couple, tu vas savoir ta réelle place. Si tu es en stage ou même si tu es en CDD, tu es ciseau, tu vas connaître vraiment. On arrive au terme de notre émission, donc on va. Donc tu vas vraiment faire le bilan émotionnel pour comprendre comment j'ai été émotionnellement pendant telle période. Donc, si tu es victime, je vais dire, d'une forme de contrôle coercitif, tu vas commencer à percevoir les signes. Voilà. Est-ce que je suis moi dans cette relation? Est-ce que je suis moi dans cette amitié? Est-ce que je suis moi dans cette entreprise? Donc, il est temps de se récupérer pour comprendre qu'on ne peut pas être la personne que les gens veulent, mais la personne qu'on est vraiment. Merci beaucoup, docteur. Nous, on va prendre le mot de fin de chaque personne, à terminer par Mme Yobo, mais je prendrai d'abord Niki et Mariam. De tout cet échange-là, je retiens qu'effectivement, les violences psychologiques existent. On ne s'en rend pas compte, on les subit tous. Mais il est temps, comme le docteur Nour l'a dit, de prendre conscience déjà qu'on les subit, de mettre le point dessus et puis de faire notre bilan émotionnel pour se sentir mieux, tout simplement. D'accord. Oui, moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est le bilan émotionnel et c'est surtout de le faire régulièrement. De le faire régulièrement et d'être consciente du fait que, surtout, là, je parle pour moi personnellement, du fait d'écouter, que c'est aussi une charge pour moi, de pouvoir aussi me décharger quelque part. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment à tous de vous rendre compte du fait que votre état émotionnel, il n'y a rien de plus important parce que ça joue sur tous les autres aspects de vos vies. Donc voilà, faites ce bilan-là et puis formons-nous. Je vais voir avec M. Nour comment je vais me former et j'espère que vous ferez de même. Merci beaucoup, René. Madame Yoboué? Je suis très contente parce que je viens d'apprendre beaucoup. J'étais sur un chemin, mais écoute, il faut une formation et je l'ai compris. Et je sais désormais que je dois me décharger quelque part. Quelque part. On va rappeler rapidement les dates du festival. Bon, le festival, on vient de finir cette édition. La pièce de théâtre. Déjà, mais avec l'équipe qui était là, on va continuer à sensibiliser sur les VGB. D'accord. Voilà. Et chaque année, c'est au mois de novembre? Au mois de novembre. D'accord. Donc, on prend rendez-vous pour novembre l'année prochaine. L'année prochaine. Avec plaisir, on y sera.
Alors, si vous nous avez suivis, j'espère que vous avez passé un agréable moment à nos côtés, que vous avez appris aussi de tout ce qu'on a dit. Si vous subissez ce type de violence, n'hésitez pas, en tout cas, à appeler le numéro vert, donc le 143, à en parler autour de vous à des personnes saines, avec qui vous vous sentez à l'aise. Ne vous taisez pas sur ce que vous vivez. Soyez fort pour dire non, pour dire stop et surtout pour être la meilleure version de vous-même et faites votre bilan émotionnel. C'était le club avec mes CP. Nous avons été ravis d'être à vos côtés. Je vous embrasse très fort et rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro. Bye bye. À demain.